qui va avoir l'honneur de finir cette journée bien dense et qui va nous faire voyager dans des nanoparticules minérales, des molécules aux matériaux. Voilà. Sophie est la locale de l'étape, je dirais. Merci beaucoup Florence pour l'introduction. Merci à tous d'être là et évidemment très chaleureusement un grand merci à Clément pour cette occasion de vous parler de ces différents sujets et un très grand merci aussi évidemment à Jacques. Voilà, moi je suis dans ce labo depuis un certain temps, j'y suis extrêmement heureuse et je pense que c'est le collectif qui permet ça et il faut aussi le souligner, c'est pas que la science, c'est aussi l'ensemble des humains qui la font, qui nous amènent jusqu'ici. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous parler de nanoparticules inorganiques et dans la vision que je propose qui est vraiment de la molécule au matériau comme on va le voir. Et voilà un petit peu quel est mon rêve à moi dans le monde des nanos et je pense qu'on est encore assez loin de ce rêve-là. C'est un rêve qui est réalisé pour quelques exemples précis, c'est la définition d'une nanoparticule à la précision de l'atome. C'est-à-dire que dans ce cas précis extrêmement rare, il existe ici une structure cristalline telle qu'on peut la faire pour des composés moléculaires, dans laquelle, pour ce petit cluster d'or de 2 nanomètres, la position de chaque atome est déterminée, chaque atome étant à la fois ceux du cœur métallique, mais aussi, et c'est un point très important, les atomes de la coquille organique qui fait partie intégrante, à mon sens, de l'existence même de cet objet nanométrique. Donc ça, c'est un peu mon Graal, et je souhaiterais que dans la perspective lointaine du domaine nano, on arrive à ce degré de définition pour les systèmes que nous manipulons tous. Alors, le fait, il faut bien le constater, et là je reste dans le cas des clusters d'or, même si c'est loin de ma compétence, le fait est le suivant, on a encore, même si on réfléchit, même si on essaie de proposer des raisonnements, beaucoup de synthèses qui sont empiriques. Et ce cas-là est symptomatique, il s'agit vraiment du même type de cluster d'or que ce que je vous ai montré. On voit ici une synthèse qui conduit à ce cluster-là en majorité, mais quand on regarde les étapes, elles sont logiques, elles sont simples, effectivement. On a d'abord l'addition d'un thiol qui va être le ligand, ensuite on a une réduction, puisqu'on est parti d'un complexe d'or 1, on a un précipité, et puis l'étape clé, c'est celle-ci dans ce cas-là. Hein, c'est un papier que je prends dans les littératures, bien sûr. Cette étape de focalisation en taille, qui ici peut être assez heureusement suivie à la fois par UV visible, et puis parce qu'on a une espèce assez petite, et ça c'est un outil très intéressant par Malditoff, mais in fine, la clé du système, je ne pense pas qu'elle ait été prévue par les auteurs initialement, enfin, encore qu'on pourrait leur poser la question, c'est finalement la capacité de séparer le mélange obtenu par un effet de solubilisation dans l'acétone. Et donc, on a au final quelque chose qui aboutit à un objet défini, mais des étapes qui restent, à mon sens, encore trop empiriques. Alors, le prémisse que je vais essayer de défendre sur ces différentes familles d'échantillons, c'est le suivant. C'est l'idée, et on va l'analyser ensemble, qu'un design rationnel, le plus simple possible, doit pouvoir permettre de conduire non pas à un cluster d'une certaine molarité ou à une nanoparticule d'une certaine composition, mais à une famille entière de ces objets-là, et que peut-être par ce biais, on peut, d'ici 20 à 30 ans, arriver à la définition atomique qui est celle dont, personnellement, je rêve. Alors, quelle va être une des clés là-dedans? Ça va être en fait d'utiliser les synthèses les plus simples possibles et notamment les sources moléculaires les plus simples possibles pour les familles de matériaux qu'on va regarder. Typiquement pour les phosphures, ce sera des sources comme le P4. Pour les carbures, l'acétylène black ou même le graphite. Et pour les oxysulfures, le soufre élémentaire S8. Donc j'ai 3 chapitres dans cette présentation qui vont nous faire voyager un peu dans les différents échantillons que j'ai présentés précédemment. La première idée, c'est que se passe-t-il si on ne connaît rien, qu'on arrive, qu'on est naïf et qu'on décide de partir from scratch en anglais, c'est-à-dire vraiment d'un tableau noir et d'une craie et de se dire, typiquement, j'ai envie de faire un carbure. Si j'ai envie de faire un carbure nanométrique, il me faut par exemple, si je veux faire TIC une source de titane, une des plus simples que vous connaissez tous dans cette communauté, c'est TiCl4. Il me faut une source de carbone, ça peut être le graphite, mais il va falloir aussi que je réduise mon titane au degré d'oxydation 4 à un degré d'oxydation 0. Et pour ce faire, je vais utiliser un composé très bien connu dans la chimie organométallique, qui est Kc8, le potassium dissous dans le graphite, et qui est un réducteur extrêmement fort. Et effectivement, cette synthèse fonctionne, elle donne accès à du TIC nanométrique, et les sous-produits, vous le voyez, sont extrêmement simples. C'est KCl d'un côté, qui participe à l'avancement de la réaction, et le graphite restant sur lequel vont être déposées les particules. Alors, on peut aussi faire la réaction avec 2 types de carbone, et ça c'est intéressant quand on réfléchit à des applications, mais ce n'est pas ce que je vais discuter aujourd'hui. En particulier, on peut travailler avec l'acétylène black, qui est un carbone assez largement utilisé en chimie des matériaux, et aussi avec un carbone non graphitique. Dans tous les cas, on obtient des nanoparticules, on le sait parce que les pics correspondants du TIC sont larges par DRX. On peut également s'amuser à changer la source de métal, en restant quand même dans les métaux de la gauche du tableau périodique.
Et par exemple, avec le vanadium ici, utiliser cette fois-ci l'acétylène black et KC4, on a la possibilité dans l'acétylène black de mettre un petit peu plus de potassium et obtenir ainsi un carbure de vanadium. Et on peut reproduire ce jeu avec le molybdène et le tungstène, auquel cas la situation est un peu plus complexe, puisque, comme on le verra plus tard, on a coexistence dans ces cas-là du métal et du carbure correspondant. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? Quelque part, une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est que la réaction est extrêmement exothermique. C'est ce qui permet la cristallisation des objets. Et je vais vous montrer cette réaction, qui est, comme je le dis, finalement extrêmement simple, extrêmement accessible. Ici, on a un schlinck qui est sous azote ou sous argon. Ici, on a typiquement KC4, donc de l'acétylène black qu'on a imprégné de potassium, le potassium métal, tout simplement. Et là, on va faire goûter du VCl4. Si j'arrive à démarrer les vidéos. Voilà, donc c'est une réaction dans laquelle il n'y a pas d'oxygène, je précise bien, évidemment. On est en atmosphère inerte, et donc la couleur que vous voyez là, ce n'est pas une combustion, c'est uniquement un échauffement local. Et voilà, en quelques secondes, on fait le type de nanoparticules dont je vous parlais. Voilà, c'est-à-dire, typiquement, dans ce cas-là, ces nanoparticules-ci, qui sont, comme vous le voyez, faites de façon extrêmement rapide. Il n'y a quasiment pas de processus de croissance, il y a essentiellement un processus de nucléation. Et de ce fait, on a des particules qui sont dispersées de façon non parfaite sur le solide qu'on a utilisé, mais qui sont bien présentes. On le voit ici particulièrement bien quand on utilise le champ sombre pour un élément qui a un Z suffisamment élevé. Alors, comme je l'ai dit, la situation n'est pas aussi simple que ce qu'on a écrit sur le tableau au départ, et c'est là une des limites du prémisse que je présentais, puisque si je prends le simple cas du tungstène, la réaction la voici. Cette fois-ci, on met 6 équivalents de réducteurs, puisqu'on part d'un tungstène au degré d'oxydation plus 6, et en fait, on obtient dans ce cas-là des mélanges au sens de la DRX entre un carbure de tungstène et un tungstène métallique. On peut observer ces mélanges de façon non quantitative, mais qualitative par la DRX. Vous voyez les différents pics ici qui sont présents dans le diffractogramme. Et on peut s'amuser à tracer la spéciation sur la base de la DRX, qui encore une fois n'est pas quantitative, mais qualitative, mais tout de même, elle donne un indice. Ici, en haut, vous avez 3 fois la même réaction, celle avec KC4 et WCl6, petits grains, c'est-à-dire simplement un précurseur à petits cristaux. Et ici, vous avez différents paramètres qui varient. La source de carbone, vous voyez que si on a KC8, on a en fait un peu moins de tungstène 0. L'atmosphère, argon ou azote versus vide, eh bien, ça ne donne pas tout à fait la même spéciation. Et de la même façon, tout simplement, la taille des grains initiaux change un petit peu la spéciation de l'espèce. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer plus avant, notamment avec les autres métaux qui nous ont intéressés jusque-là, parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'on peut faire peut-être des hydrures et d'autres phases. Voilà, donc ça c'était le premier chapitre quand on part de zéro. Et quand on part de zéro, vous l'avez vu, c'est assez simple, c'est très rapide à mettre en œuvre. En moins de 5 minutes, on a les nanoparticules, mais finalement, on ne contrôle pas la taille. On a un degré de contrôle sur la spéciation qui vient du procédé, mais ça reste encore assez limité. Alors, chapitre 2, essayons de travailler sur le cœur inorganique des nanoparticules et de voir comment est-ce qu'on peut essayer de développer une approche, comme je le disais, globalisante pour avoir des familles de matériaux et pas des matériaux isolés. Alors là, je vais prendre différents exemples dans la chimie des phospures. Imaginons qu'on veuille faire un phosphure de nickel. L'approche la plus simple dans mon type de raisonnement que je vous propose aujourd'hui, c'est de partir d'une nanoparticule de nickel préformée, typiquement une particule de nickel formée en milieu colloïdal de diamètre 25 nanomètres, et d'utiliser la source de phosphore qui est au bon degré d'oxydation, 0, et qui va donner, si possible, une absence de sous-produit. C'est le cas puisque dans P4, il n'y a que du phosphore. Et dans ce cas-là, eh bien, si on utilise la quantité stoichiométrique exacte correspondant à Ni2P, on forme de façon quantitative les nanoparticules monocristallines par un mécanisme de amorphisation, recristallisation, car les deux phases sont assez différentes sur le plan cristallographique. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est là encore une fois une limite de cette approche, on va dire, qui se veut prédictive, c'est que si on veut faire une autre phase décrite du diagramme de phase NIP, à savoir Ni3P, eh bien, on se dit, je vais simplement mettre moins de phosphore dans ma réaction. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe est plus complexe. Il y a une ségrégation à l'intérieur de chaque nanoparticule, une concentration du phosphore et une nucléation de Ni2P au cœur de la particule, et il reste du nickel qui n'a plus de phosphore avec qui réagir dans le milieu. Et donc, on a ici un phénomène assez intéressant, bien qu'inattendu, de ségrégation de phase à l'échelle nanométrique, dû à cette échelle nanométrique, puisque, comme je l'ai dit, à l'échelle du bulk, on aurait pu imaginer faire Ni3P sans difficulté, puisque la phase existe. Alors, maintenant, deuxième idée, imaginez qu'on va y faire non plus un phosphure, mais plutôt un bimétallique, nickel-cobalt. Voilà, c'est un système dans lequel le nickel et le cobalt peuvent être miscibles. C'est un système qui est intéressant pour un certain nombre d'applications de catalyse. Eh bien, l'approche la plus simple, toujours dans cette philosophie de l'approche LEGO, c'est de dire qu'il me faut un précurseur de cobalt au degré d'oxydation 0,
Il en existe un qui est commercial au moins, c'est CO2, CO8, que voici. Et en variant ici les stoichiométries ajoutées, on peut contrôler l'épaisseur de la coquille de cobalt qu'on dépose. Là, vous voyez une observation au STEM EDS qui montre bien cette morphologie cœur-coquille. Et après, on pourrait même s'amuser en allant plus loin. Et là, ce sont des manips de thème in situ avec chauffage. On pourrait s'imaginer de former l'alliage nickel-cobalt, puisque ces deux métaux sont miscibles dans de grandes proportions. Et c'est effectivement ce qui se passe. Pourvu qu'on apporte assez d'énergie au système, on tombe en quelque sorte dans le résultat thermodynamique de cette opération d'approche LEGO. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que là, on a fait cet alliage sous ultra-haut vide dans un microscope. Donc finalement, le cœur inorganique était isolé d'absolument tout. Il n'y avait pas de gaz, il n'y avait absolument aucune interaction possible avec l'environnement. Que se passe-t-il si, au lieu de travailler dans ce contexte, on se place plutôt dans un contexte de catalyse et on se dit qu'on va commencer par chercher à brûler les ligands de surface qui sont sur ces nanoparticules? C'est ce que nous avions fait dans cette étude, où nous étudions en fait dans ce cas-là la réduction de CO2 par l'hydrogène. On avait commencé par essayer de brûler les ligands en oxydant, puis en réduisant, puis en oxydant, puis en réduisant, avec successivement O2, H2, O2, H2 comme gaz de réaction. Et là, vous voyez qu'on avait suivi en fait par XPS le taux de surface de cobalt sur ces nanoparticules, et on s'était rendu compte déjà avec l'XPS que clairement quelque chose se passait puisque le ratio nickel-cobalt de surface évoluait. La morphologie après ce processus multi-étapes est effectivement très différente de la morphologie initiale. On a un cœur à moitié creux et une coquille qui est relativement riche en nickel comparé à ce qu'on attendait, ce qui signifie qu'en fait, dans ce cas-là, on a vraiment une influence très importante, majeure, prépondérante de la réactivité de surface sur le comportement du cœur inorganique. Donc c'est quelque chose qui est évidemment difficile à prédire, mais intéressant si dans le futur, on est capable de l'exploiter pleinement. Et bien sûr, ces processus-là se font, c'est important de le noter, à des températures inférieures au phénomène d'alliage que je mentionnais précédemment, qui se passait à 600 degrés. Alors, un exemple encore dans cette approche LEGO. Imaginons maintenant qu'on a effectivement un bimétallique, un petit peu comme en nickel-cobalt tout à l'heure, mais cette fois-ci, il s'agit d'un cœur coquille cuivre-nickel, et qu'on a envie de le phosphurer, disons par exemple pour de l'électrocatalyse. Donc on peut faire ces nanoparticules-là, toujours pareil, par une approche colloïdale. Et on se dit, sur la base de ce que je vous ai montré auparavant, si j'ajoute du phosphore blanc dans la quantité exacte pour faire Ni2P, dans la bonne stoichiométrie, je peux imaginer deux situations. Un cœur de cuivre qui n'est pas affecté par la réaction, et du coup je dois former Ni2P uniquement dans la coquille, ou bien un phénomène de diffusion un peu plus complexe, tel que me le suggère l'exemple précédent. Ce qui se passe, encore une fois, est un petit peu plus compliqué, puisqu'à la fin de la réaction, on a ici des particules qui sont creuses, et quand on les regarde de plus près, elles ont des irrégularités de forme, et notamment des irrégularités de composition. Ici, vous voyez en rouge le cuivre, qui se forme sur les particules. Là, on ne l'attend pas du tout, puisqu'au départ, il est au cœur, il n'est pas à la surface. Et donc, nous avons cherché à expliquer ce mécanisme. On peut schématiser l'état final de cette façon-là. Une particule qui contient du cuivre, du nickel et du phosphore, donc un phosphure, mais également du cuivre métallique isolé dans l'échantillon. Alors, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, nous avons arrêté la réaction à des températures inférieures, en l'occurrence 150 degrés au lieu de plus de 200 degrés qui est la température nominale de synthèse. Et on voit en fait, dans ce cas-là, la présence majoritaire d'un amorphe dans la poudre de nanoparticules isolées, mais également déjà la cristallisation de Ni2P et d'une phase qui ressemble au cuivre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi regarder la microscopie électronique de cet objet. Et si on a de la chance, ce qui a été le cas dans ce cas-là, on peut tomber dans un endroit de la grille, un endroit où on voit différents états de la réaction. Donc vous voyez ici un état primaire de la réaction au tout début, quelque chose qui ressemble énormément au cœur coquille initial. Ici, vous voyez un état qui contient davantage de phosphore, un état où le cœur commence à se vider de son cuivre, et un état où le cœur est vide. Autrement dit, ces différents schémas ici, simplifiés, que je présente. Et donc finalement, on a dans ce cas-là quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait, à savoir bien sûr une diffusion du phosphore de l'extérieur vers l'intérieur, ça on l'attendait, un phénomène de cristallisation de Ni2P, on l'attendait, mais une diffusion tout à fait inattendue du cuivre depuis le cœur jusqu'à l'extérieur, mais réellement l'extérieur de la particule, pas uniquement la surface. Et donc ça veut dire aussi, quelque part, que cette approche LEGO que je propose, elle est intéressante, mais il faut être honnête, elle a ses limites. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que finalement, on doit pouvoir jouer sur les cinétiques des réactions si on va essayer de contrôler les phénomènes de diffusion que je viens de montrer, et peut-être qu'on a envie d'utiliser un précurseur de phosphore qui est moins bon donneur de phosphore que P4, quelque chose qui serait peut-être un peu plus lent et qui nous permettrait notamment de faire F et de P
qui est une des phases que nous n'avions pas réussi à obtenir avec P4, parce que quand on a pris des nanoparticules de fer et qu'on les a fait réagir avec P4, la seule phase qu'on avait formée dans cette étude un petit peu ancienne, c'est F et P. Donc on a eu une opportunité au laboratoire de travailler en collaboration avec une équipe de l'ETH Zurich, le groupe de Hans-Jörg Grossmarer, qui nous a fait part du fait qu'ils étaient maintenant capables de synthétiser cette molécule que je vais appeler cyclo-P4, alors qui n'est pas du phosphore au degré d'oxydation 0, c'est du phosphore au degré d'oxydation 3. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en fait, cette molécule, elle relâche P4 à 260 degrés quand on la chauffe dans un four d'ATG typiquement. Donc on s'est demandé si on pouvait réussir avec cette molécule, qui devrait être un donneur un peu moins bon de phosphore, à faire sélectivement chacune de ces deux phases. Après un travail assez étendu sur l'optimisation des conditions de synthèse, nous avons trouvé des conditions similaires dans lesquelles seule la stoichiométrie change en partant de nanoparticules de fer et pour lesquelles on sait faire sélectivement F et P ou bien F et 2P. Alors les pics de diffraction des rayons X sont larges, c'est normal parce que les particules sont petites et en plus elles sont creuses parce qu'il y a effectivement diffusion du phosphore de l'extérieur vers l'intérieur, mais un phénomène qui est bien connu dans la chimie des phosphure, diffusion du métal de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui n'est pas choquant. Ce qui est plus intéressant, c'est encore une fois d'essayer de comprendre ce qui se passe, et notamment de comprendre pourquoi dans ce cas-là, on a réussi, alors qu'on passe par un amorphe, à obtenir sélectivement l'une ou l'autre face. Et là, la réponse nous a été apportée par Capucine Sassois et Mohamed Selman, qui, comme on l'a entendu déjà sur d'autres exemples, emploient la PDF, la fonction de distribution de paires, pour analyser des nanoparticules par une approche que la DRX ne permet pas. Donc cette technique, on analyse vraiment l'ensemble de la diffusion RX et on peut essayer de remonter aux distances caractéristiques qui sont présentes, notamment dans un amorphe. Et alors les distances qu'on va regarder ensemble ici, en comparant les données expérimentales et les données simulées, ce sont celles qui correspondent à des distances courtes F et P dans le phosphure de fer mono-stoichiométrique, et de la même façon, dans F et 2P, deux distances différentes qui ressortent, et on voit une belle corrélation finalement que la PDF nous donne entre les distances présentes dans l'amorphe et les distances attendues par la théorie. Autrement dit, on peut affirmer grâce à ces expériences que l'amorphe, en fait, contient déjà l'environnement local fer-phosphore qui va correspondre plus tard à l'objet cristallisé. Donc l'amorphe est déjà un amorphe pré-cristallisé, si on veut, et c'est déjà à cette étape-là que se fait la sélection de phase. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant que jusque-là, nous n'avions jamais réussi à mettre en évidence dans la chimie des phosphures. Alors là où c'est intéressant, c'est que maintenant, ça veut dire que ces amorphes, on a une vraie capacité de les distinguer les uns avec les autres, de les caractériser au sens des matériaux, et que notamment, eh bien, on peut aussi s'amuser du coup à les regarder en catalyse, en électrocatalyse. Dans ce cas-là, c'est une collaboration avec le groupe de Marc Fontcave et de Victor Mougel. Et ce qui est intéressant, c'est que certains de ces amorphes peuvent être plus réactifs que les phases cristallines correspondantes. Ça, c'est les nanoparticules creuses amorphes de F et P. Et on peut les comparer avec la courbe en noir, qui sont les nanoparticules cristallines de F et P, tout paramètre étant par ailleurs constant, à savoir la taille, la chimie de surface, etc. Et ça, c'est intéressant, et c'est ce qu'on vérifie aussi ici dans l'expérience d'électrolyse en courant contrôlé. Alors, je viens de prononcer le mot qui m'amène à mon chapitre suivant, qui est la surface, parce que jusque-là, je vous parle de cœur inorganique, mais je vous présente une manip de catalyse, autrement dit, une manip dans laquelle tout se passe à la surface ou quasiment. Et en fait, les surfaces de ces objets-là ne sont pas si simples, puisqu'en fait, le ratio fer-phosphore, il règle aussi la sensibilité de l'objet à l'oxydation à l'air, et là, il s'agit de nanoparticules que nous avions isolées en partie à l'air. Donc on a en fait, dans ces cas-là, un phosphure de fer qui est, lorsqu'il contient davantage de phosphore, moins sensible à l'oxydation, donc il a moins une coquille de phosphate en surface, davantage de phosphure que le phosphore de fer Fe2P. Alors la surface, c'est évidemment un point clé de l'objet nanométrique, comme je vous l'ai montré dans ma vision idéalisée initiale. Et donc c'est ce dont je vais discuter maintenant avec le cas des oxysulfures de lantanide. Alors les oxysulfures ne sont pas des phases qui sont énormément étudiées, bien que ce soit des phases extrêmement anciennes de la chimie du solide. Et en fait, que sont les oxysulfures? Ce sont des phases dans lesquelles à la fois l'oxygène et le soufre sont à des degrés d'oxydation réduits, par opposition typiquement aux sulfates que vous connaissez sans doute très bien, ou aussi aux sulfures dans lesquels vous n'avez pas d'oxygène. On peut concevoir un oxysulfure de lantanide d'une façon très très simple au sens cristallographique. Si on prend la partie haute ici de l'oxyde de gadolinium, la partie basse ici du sulfure de gadolinium, qu'on les associe ensemble, encore une fois on peut voir ça comme du Lego, eh bien en fait cette phase existe, elle est décrite pour à peu près tous les lantanides du tableau périodique depuis les années 1940-1950. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, depuis les années 2000, les gens s'intéressent à essayer de faire des nanoparticules de ces objets. Alors nous, les objets qui vont nous intéresser aujourd'hui, ce sera, vous allez le voir, des nanoplaquettes d'épaisseur assez fine, qui vont être terminées en fait par des feuillets pseudo-oxydes,
tels que ceci, donc qui vont être légèrement en défaut de soufre ou en défaut de sulfure par rapport aux phases cristallographiques stoichiométriques. Et des particules ici tracées à peu près à taille réelle, donc des objets vraiment de petite taille. Alors, on peut évidemment, comme je l'ai dit, faire ces phases avec différents lanthanides, ce qui veut dire qu'on peut mélanger dans le même ballon, dans la même synthèse colloïdale, à la fois une source d'un lanthanide qui est le gadolinium et de cérium. Et quand on fait ça, on est capable de contrôler le ratio de l'un par rapport à l'autre, et on se rend compte qu'en fait, on a tout de suite, immédiatement accès à quelque chose d'intéressant, puisque la couleur des poudres dépend de ce ratio gadolinium-cérium. Alors, ça se traduit, et je ne détaillerai pas cette partie-là, par un bandgap qu'on est capable de contrôler entre l'UV et le visible, sachant qu'en plus, ce bandgap, dans ce cas-là, est direct, alors que le bandgap de la phase macroscopique correspondance est indirect. Et par ailleurs, on peut aussi utiliser le cérium pour tout simplement diluer le gadolinium et faire varier le moment magnétique de l'ensemble. Mais ce n'est pas ça la question qui m'intéresse aujourd'hui. La question qui m'intéresse aujourd'hui, je l'ai dit, c'est le design rationnel. Et quand on veut être rationnel, il faut être exigeant. Et donc, il faut essayer de comprendre vraiment le rôle de chacun des éléments et chacun des précurseurs qu'on met dans la synthèse. Or, cette synthèse, que nous avions adaptée d'une synthèse de la littérature, nécessite de fait une source d'alcalin. Ce qui peut paraître étrange, puisque cet alcalin n'apparaît pas dans la formule finale. Alors, il y avait une hypothèse dans la littérature tout à fait vraisemblable, qui était la suivante. C'est un excellent papier de 2011 qui nous a servi vraiment de base pour toute cette étude. L'hypothèse, c'était le sodium permet de favoriser finalement l'oxysulfure par rapport à l'oxyde correspondant, parce que le sodium est un petit cation de taille assez voisine d'un certain nombre de lanthanides qui va s'insérer au sens cristallographique dans la structure. Et cette hypothèse, c'était notre hypothèse de travail pendant plusieurs années. Mais on s'est dit, quand même, il y a des choses étranges. Ça, ce sont les expériences faites par 3 doctorants différents. Quand on mesurait les taux de sodium après avoir isolé les particules dans le système gadolinium-cérium, vous voyez, c'est absolument over the moon. Enfin, il n'y a aucune logique dans ces points. Donc, on s'est dit, c'est variable, c'est étonnant, ça veut dire qu'on ne contrôle pas ce paramètre taux de sodium. Et par contre, quand on lave des nanoparticules de façon successive plusieurs fois, on se rend compte qu'on est quand même capable d'enlever beaucoup de sodium, avec une structure en DRX qui ne change pas. Donc c'était quand même quelque chose qui nous embêtait un petit peu. Donc pourquoi avons-nous besoin de sodium? Est-ce que c'est réellement pour le motif proposé par l'équipe de Ding? Je rappelle que l'hypothèse de Ding, c'est si j'ai un alcali d'une certaine taille, il va pouvoir aller avec les lanthanides d'une taille à peu près correspondante. Autrement dit, il me faut un alcalin d'autant plus petit que mon lanthanide est petit. Je vous rappelle que la contraction lanthanidique va dans ce sens-là dans le tableau périodique. Et en fait, si on se contente de grouper les expériences présentes dans la littérature, à savoir celles des groupes de Ding et Zhang et les nôtres, eh bien, on a ici les cas où les particules sont cristallisées, où la réaction marche, les cas où elle ne marche pas, et dans la plupart des cas, ça colle. Le lithium est un alcalin plus petit que le sodium, et on peut aller plus loin dans la série. Jusque-là, tout va bien ou presque. Il y avait quand même déjà un point étonnant, déjà dans les travaux de Ding. Donc on s'est dit, on va quand même faire quelques points en plus, et là, on a ce point-là au milieu du tableau qui remet complètement en cause l'hypothèse de travail de Ding, puisqu'on devrait être capable de faire cet oxysulfure ici avec du lithium. Alors, on s'est encore une fois penché sur la PDF de ces objets, puisque comme vous l'avez vu, ce sont de très petits objets pour lesquels la DRX n'est pas une approche totalement légitime. Et là, c'est un raisonnement différent que Capucine Sassoa a fait, qui a été d'essayer de modéliser la PDF en faisant varier le taux de soufre, puisque comme je l'ai montré, ce taux de soufre n'est pas stoichiométrique. On s'est en particulier rendu compte dans cette étude que les distances que nous avons, les distances locales, sont absolument similaires à celles de la phase macroscopique correspondante, donc il n'y a pas de distorsion de structure, malgré l'extrême petite taille de ces particules. Et donc, le modèle qu'on avait en tête à ce moment-là, c'est un modèle ici de nanoplaquettes, dans lesquelles le sodium est finalement à l'extérieur de la plaquette. On avait des ligands oléates, ça on le sait, sur la base de manips d'ATG couplés à des manips de spectro de masse et également grâce à l'infrarouge. Et donc on en était à ce point-là. Et là on se disait, encore une fois, pourquoi faut-il du sodium dans la synthèse? Là j'ai expliqué où il était, je n'ai pas expliqué pourquoi il est nécessaire. Alors, pourquoi est-il nécessaire? Pour essayer de répondre à cette question, on a essayé de comprendre le mécanisme de la synthèse, mais cette fois-ci en le regardant non pas avec l'œil du chimiste moléculaire, mais avec l'œil du chimiste des colloïdes. Et pour ça, on a utilisé évidemment le SAXWAX. Donc ça, c'est les données expérimentales qu'on obtient en fin de synthèse sur la solution colloïdale. On voit plusieurs choses, des régimes qui sont assez complexes. Et donc ça, ce sont des manips qui ont été faites avec David Carrière, et c'est lui qui a fait l'interprétation de ces données, bien sûr. On voit ici des pics de Bragg qui correspondent en fait à un stacking d'une partie des particules. Et on voit aussi différents régimes. Donc en fait, ce que nous dit le SAXWAX en fin de synthèse, c'est on a des agrégats de particules, certaines sont désordonnées, certaines sont ordonnées, et la particule élémentaire est grosso modo un disque de cette dimension,
ce qui colle assez bien, vous en conviendrez, avec les objets qu'on a mesurés en moyenne par microscopie électronique. Les agrégats, on les voit également en microscopie électronique. Donc l'état final est correctement expliqué. Ce qui veut dire qu'on peut maintenant s'intéresser à des prélèvements en cours de synthèse. C'est un petit peu la manip in situ du pauvre, si vous voulez. En l'occurrence, pour cette expérience, nous n'avions pas de temps de faisceau. Donc on s'est dit, faisons-la à l'ancienne, on va prélever, mettre dans des capillaires et mesurer immédiatement vraiment de l'autre côté du couloir pour voir ce qui se passe. Donc on fait ça sur la rampe de température, de 120 degrés jusqu'à 290. A priori, il n'y a pas encore de nucléation des nanoparticules. Et on voit déjà en fait quelque chose qui est assez structuré, avec ce que David Carrière interprète comme une phase mixte, inverse, hexagonale et lamellaire. Donc déjà en fait une solution avec une mésophase présente. Et quand on continue l'expérience et qu'on va vraiment au plateau de la synthèse à 310 degrés, on a l'apparition des empilements de plaquettes ici et l'apparition de davantage de plaquettes bien formées. Ce qui en fait signifie que la mésophase qu'on a, qui perdure pendant toute la synthèse, c'est une mésophase d'oléate de sodium, et celle-là, elle est décrite dans la littérature, de distance interlamellaire environ 1,5 nanomètre, et évidemment, c'est pour ça qu'on a des plaquettes à peu près de cette épaisseur, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense à l'issue de cette étude. Et donc in fine, quel est le rôle du sodium là, qui se retrouve en surface? C'est celui de générer cette mésophase dans laquelle les nanoparticules vont venir nucléer et se former. Alors, ça c'était donc la partie oxysulfure. Vous avez vu le cas où les ligands sont finalement des ligands fortuits. Les alcalins sont là de façon fortuite au départ, mais on finit par comprendre à quoi ils servent. Que se passe-t-il si maintenant on essaie d'avoir des ligands à façon, c'est-à-dire les ligands qu'on a choisi de mettre nous et pas ceux que le processus de synthèse nous a imposé? Et là, je vais partir sur un exemple tout à fait différent, qui est celui du cuivre, avec les ligands NHC, ligands qui sont énormément étudiés en chimie organométallique pour la catalyse. Et en fait, sur les surfaces, il y a quand même quelques travaux déjà qui sont extrêmement intéressants. Sur des monocristaux en particulier, sur le cuivre, il a été montré que ce mode de coordination est un mode assez favorable. Et également en post-fonctionnalisation, dans l'équipe de Copperet, il a été montré que post-fonctionnaliser les nanoparticules de cuivre par des ligands NHC permet de contrôler leur sélectivité dans des réactions de catalyse, ce qui est évidemment extrêmement intéressant. Donc à cette étape-là, en fait, il y avait ces études-là, mais pas de synthèse, vraiment from scratch, comme je le disais avant, de nanoparticules de cuivre stabilisées par des NHC. Donc, on a pris un petit détour grâce à une collaboration avec l'équipe de Louis Fensterbank et puis aussi une collaboration interne au laboratoire, en utilisant non pas cette espèce-là qui est extrêmement réactive, mais cette espèce masquée qui est un NHC borane, un adduit, dans lequel le NHC est masqué et qui en plus a une capacité à réduire un précurseur de cuivre, parce que malheureusement, autant il existe des précurseurs de nickel zéro moléculaire, autant il existe des précurseurs de cobalt zéro moléculaire. À ma connaissance, il y a peut-être un exemple de précurseur de cuivre zéro moléculaire, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est simple ou commercial à manipuler. Donc, toujours dans l'idée d'avoir la réaction la plus simple possible, on a pris un précurseur de cuivre qui nous donnerait le moins de sous-produits problématiques possible, à savoir le cuivre mésithylène, qui du coup, quand il réagit, se contente de générer un mésithylène qui est soluble dans le milieu de réaction. Et après optimisation des conditions, nous avons réussi à former ces nanoparticules de cuivre ici d'une dispersion tout à fait correcte, à peu près 11 nanomètres de diamètre de mémoire, et qui nous donne une solution rouge foncé. Alors, on a un petit peu regardé le mécanisme moléculaire, mais je ne peux pas passer trop de temps là-dessus, simplement pour vous dire qu'on a quand même réussi à expliquer toutes les espèces secondaires formées dans la réaction, même si les proportions de ces espèces ne sont pas encore parfaites. Ce qui est intéressant de comprendre au niveau colloïdal, c'est qu'en fait, ce précurseur-là est à la fois le donneur donc, de ligands, carbène, et participe à la réduction du cuivre mésithylène, qui passe probablement au moins en partie par un mécanisme radicalaire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est capable de démontrer la présence du NHC coordonné sur la surface de cuivre en utilisant cette fois-ci des spectroscopies, en l'occurrence l'XPS. On a bien du cuivre métallique, ce qui est ce qu'on attend et ce qui est loin d'être évident dans la chimie du cuivre. Et on a ici l'espèce majoritairement coordonnée à la surface qu'on peut interpréter comme le NHC sur le cuivre. Donc voilà, il s'agit d'ici, ce qui est assez intéressant, de la première synthèse de NHC cuivre nanoparticules colloïdales. Et bien sûr, ça ouvre des perspectives en catalyse qui sont tout à fait intéressantes. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je vais simplement conclure ici sur l'idée que je vous ai proposé de discuter aujourd'hui, à savoir, eh bien, si nous avons un design rationnel, simple, en partant de précurseurs moléculaires bien choisis, on doit pouvoir faire des familles de matériaux. C'est évidemment le tout début de cette histoire. J'ai montré les difficultés qui sont derrière cette idée du fait de la dynamique des systèmes nanoparticulaires et de leur capacité d'évolution chimique, notamment lorsqu'il y a présence de gaz, de solutions, de réactifs en solution. Il y a évidemment une idée aussi qui est que l'espace de composition à étudier est extrêmement large avec cette idée-là, et je pense qu'on peut s'en saisir sans difficulté. Et puis cette idée que la surface doit être regardée de façon couplée finalement avec les modifications du cœur, et que l'idée intéressante derrière ce schéma,
c'est que les concepts qu'on va aller chercher quand on met en œuvre ces principes, c'est à la fois les concepts de la chimie du solide, de la coordination, de la chimie colloïdale, et c'est ce qui fait, je pense, des nanosciences une science vraiment carrefour actuellement dans ces thématiques. Donc, comme perspective, ce que je nous engagerai à faire en tant que communauté, c'est réfléchir à une nomenclature commune, parce que vous avez vu toutes mes slides, en fait, ont des schémas. Il n'y a aucune notation normalisée à ma connaissance pour les nanoparticules. C'est quelque chose qui, je crois, manque terriblement pour la clarté des exposés et des articles. Ce serait évidemment formidable d'avoir ce design prédictif tenant compte de la surface et du cœur. Et enfin, d'avoir la description électronique complète de l'objet, ce qui, à mon avis, est encore inatteignable dans beaucoup de cas, mais qui le sera peut-être avec les spectroscopies dont on bénéficie aujourd'hui, d'ici peu de temps. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense qu'il est déjà tard. Et je vais bien sûr remercier très chaleureusement l'ensemble des membres du laboratoire et en particulier de l'équipe Nano, les sources de financement, les collaborateurs que j'ai mentionnés ici de façon non exhaustive, et je vous remercie pour votre attention.